très honorée de la présence de Marie Desprez-Launay, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication, membre du laboratoire HELICO de Lyon 2. Alors nous te remercions infiniment d'avoir accepté de donner cette conférence d'ouverture du 6e colloque MUSI. Et je voulais en quelques mots simplement rappeler tes travaux. Alors tu travailles plus particulièrement sur le rôle et la place des dispositifs d'information et de médiation dans la production, la circulation et l'appropriation des savoirs et de la culture. Tu questionnes également les environnements numériques et les lieux de savoir et de culture comme les musées et les bibliothèques. Et ce qui t'intéresse, c'est aussi essayer de mesurer donc, la transformation des pratiques et des contextes dans ces différents lieux. Voilà. Encore merci pour ta présence et je te laisse la parole. Merci Isabelle. Bien, merci beaucoup. Merci à mes collègues du réseau MUSI de m'avoir proposé d'en faire la conférence inaugurale. Alors, le réseau MUSI, évidemment, je n'ai pas l'antériorité de mes collègues de Toulouse, mais c'est un réseau au sein duquel j'ai beaucoup apprécié de travailler. J'ai été... Malheureusement, le colloque de 2021, il est dit qu'il était au Brésil, mais enfin, on était quand même derrière nos écrans, dans nos bureaux. J'ai eu la chance d'y communiquer 3 fois et j'ai eu la chance d'aller au Brésil au moins une fois. Et puis de venir aussi à Toulouse. Donc je suis une fan du réseau MUSI et je confirme l'intérêt, la pertinence que ça a pour moi et la richesse des échanges qu'on a. Et c'est ce que j'ai beaucoup regretté en 2021, c'est que les colloques, c'est ce que je vais faire là. Mais c'est quand même beaucoup ce qu'on fait entre deux, les rencontres, les discussions. Bon, même si c'est au gymnase, ce sera quand même certainement très chaleureux. Voilà. Et donc la thématique que j'ai proposé d'aborder dans cette communication, c'est celle de la circulation sociale de ce que j'ai appelé des artefacts infodocumentaires patrimoniaux, dans un contexte de mondialisation des échanges et à un moment où la numérisation et la mise en réseau de ces artefacts, j'expliquerai ce que c'est pour moi après, permet finalement à tout le monde de s'en emparer, d'en faire quelque chose. Et c'est la question de qu'est-ce qu'on en fait qui m'a paru intéressant. Alors le titre est un peu provocateur, alors j'en discutais avec Laure qui est une de mes anciennes doctorantes qui a fait une thèse sur Sao Paulo et la figure de la migration et donc elle a changé le titre et moi je me suis dit j'aurais peut-être dû parce que quitte, bon voilà, bref, mais ça fait rien, maintenant c'est parti. Alors pour permettre à nos collègues brésiliens que je salue, agradeço a presença de vocês. C'est tout ce que je peux faire. Alors, je suis très déçue parce que je vais vous dire, je vais quand même vous raconter ma vie. En fait, j'avais un beau projet avec Sao Paulo. En 2020, on avait obtenu 70 000 € pour aller au Brésil. Voilà. Et vous imaginez ce qui s'est passé. Bon, eh ben, on n'a pas pu y aller, eux ils n'ont pas pu venir. J'avais pris des cours de portugais, ou du moins j'étais inscrite et il ne s'est rien passé. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. Bien, donc en fait j'ai repris les éléments en français et en brésilien et donc j'ai un code couleur qui est le code couleur qui me paraissait bien par rapport à nos drapeaux, même s'il y a du bleu dans les deux. Donc j'ai mis le vert pour le brésilien et le bleu pour le français. Et je remercie beaucoup Deeple, avec qui j'ai beaucoup dialogué pour être sûr que c'était pas trop loin de la langue du portugais normal. Voilà, bien. Et donc, je vous prie de m'excuser si c'est pas tout à fait fidèle, mais je pense que c'est compréhensible. J'ai fait des allers-retours pour être sûr que le français comprenait le brésilien et réciproquement. Et donc, en fait, j'avoue aussi qu'on m'avait proposé de faire la traduction de mon texte et que mon texte n'était pas écrit. Et qu'il ne l'est toujours pas, hein, je l'avoue quand même aussi. Voilà, bien. Donc, l'idée que je voulais défendre ici, c'était qu'il y a un certain nombre, historiquement, de processus liés à un certain nombre de phénomènes que nous avons, nous, chercheurs, théorisés,
dont particulièrement pour nous aujourd'hui la patrimonialisation et la documentation des objets de la culture, lesquels vont fabriquer ce que je nomme des artefacts infodocumentaires patrimoniaux qui ont cette capacité, cette matérialité numérique aujourd'hui qui les rend très particulièrement faciles à échanger, à réutiliser parce qu'ils sont très normés, ils sont très contrôlés. Ils sont certifiés par des institutions qui ont donc fourni un énorme travail de précision, de choix dans les termes, de catégorisation, et qui fait que si l'on veut s'intéresser à des objets de la culture ou si l'on veut faire de nouvelles propositions de découverte des objets patrimoniaux ou des objets de la culture, eh bien, c'est quelque chose qui va être très favorablement et très préférentiellement utilisé parce que ça préexiste et ça préexiste dans des formats très qualitatifs, on va dire. Donc j'ai reproduit ici ce qu'on appelle deux notices, de deux œuvres, deux notices catalographiques qui sont issues de l'inventaire de deux musées. Et donc j'ai pris le musée du Louvre pour la France et j'ai pris le MASP pour le Brésil. Et vous voyez déjà, ne serait-ce que formellement, la proximité très forte qu'il y a entre les deux, même si ce sont deux organismes qui sont dans des pays, dans des continents très différents. Les normes internationales existent de très longue date et on va retrouver, que ce soit en France, au Brésil, au Japon, aux États-Unis, etc., dans tous les pays, on va retrouver, grâce au travail de ces gens, des éléments qui sont très proches, et qui vont permettre justement, là aussi, de faire des échanges entre les institutions qui sont détentrices de fonds patrimoniaux. Et donc, je me suis intéressée à ce qui circulait et ce qu'il restait de ces éléments documentaires, qui sont de la documentation de patrimoine, de la documentation d'objets de la culture, dans des manifestations contemporaines, des propositions contemporaines. Alors, j'ai utilisé le terme fréquentation pour ne pas prédéfinir les usages, parce qu'en fait, finalement, ce que les gens vont faire avec, je ne le sais pas. Je n'ai pas fait d'études d'usage, j'en ai fait, mais pas de façon suffisamment globale et transversale pour pouvoir avoir un avis très affirmé sur la question. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même, et c'est aussi le propos, c'est qu'il y a une prescription d'usage, c'est-à-dire que le dispositif préconstruit ces propositions et que ça forme des attentes auxquelles, évidemment, puisqu'on est dans les questions de médiation, il y a des publics qui vont y répondre. Et donc, je me suis plutôt intéressée à la manière dont ces préarrangements, ces propositions d'usage pourraient à un moment donné rencontrer des usages réels. On en verra un de façon justement à montrer ce que ça peut donner quand de nouveaux publics se les approprient. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on voit là, qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'était la fréquentation des institutions culturelles, ce qu'était la fréquentation des musées, des bibliothèques, des centres d'archives, des mémoriaux, de tous ces lieux que nous avons socialement conçus pour être des lieux de médiation. Et donc ce déplacement vers le numérique fait que l'on va avoir sur un écran de nombreuses manifestations de ces objets, dans de très variables formes, qui sollicitent quelque chose qui est à voir avec donc justement cette fréquentation d'œuvres et d'objets de la culture. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'on peut appeler ça une visite et qu'est-ce que ça veut dire au niveau, en termes
je ne vais pas dire recyclage, parce que j'ai déjà dit kit, c'est déjà pas terrible, mais recyclage, enfin, comment est-ce que ces objets retrouvent un nouveau sens, ou qu'est-ce qu'ils y perdent, ou quels autres intérêts aussi économiques, politiques, identitaires ils vont servir. Alors, je suis partie de propositions. Alors, il en existe des millions de manières de présenter des objets de la culture sous des formes diverses et variées. L'idée, là, c'était de trouver des propositions qui soient suffisamment mondiales, enfin, j'allais dire hégémoniques, je reviendrai tout à l'heure, qui soient présentes dans de nombreux pays, disponibles, et qui appartiennent en même temps à des univers, des structures juridiques et des projets économiques différents. Donc Wikimedia, qui est plutôt un projet associatif à but non lucratif, qui est une fondation, qui a donc un projet de bien commun. Google, alors là j'ai pris Google Arts and Culture parce que c'est une entreprise privée et que bon, on a tous derrière le sentiment du fait que c'est un acteur privé, qui est un acteur qui va occuper une place extrêmement importante dans les paysages numériques, et que l'offre art et culture n'est qu'une petite partie d'un projet très, très global de devenir quasiment le lieu où se retrouverait, où nous irions, d'ailleurs c'est ce que nous faisons, rechercher toutes les ressources, et qui serait une forme de point d'entrée vers la culture justement, et vers l'information. Et puis Europeana, qui est un projet européen. Donc Europeana, c'est un service qui est financé par des fonds publics, puisque c'est la communauté européenne qui le finance. Et donc j'ai pris, à partir de ces trois projets, donc les trois sites, mais j'ai pris des éléments dans les sites qui me permettent de montrer comment on peut, derrière ces écrans, retrouver des parties de ce que j'ai montré tout à l'heure, qui sont les écrits, les artefacts documentaires, les artefacts infodocumentaires produits par les lieux de savoir, par les bibliothèques, les musées, etc. Et donc là, j'ai pris, donc là c'est dans Wikimedia, et c'est une recherche que j'avais faite sur le tableau Berthe Morisot au bouquet de violettes. Et donc, voilà ce qu'on trouve en ligne quand on demande ça. Et donc, bon, je vous laisse le plaisir de découvrir la variété des couleurs, par exemple, et puis le fait qu'il y en a une qui n'est pas... voilà. Et puis le fait que, comme vous le voyez, il y a une forme de... donc ce que Samuel Goyet appelle une énonciation computationnelle, c'est-à-dire qu'en fait c'est fabriqué en partie par la machine. Mais c'est fabriqué à partir de... C'est pour ça que j'appelle ça des artefacts infodocumentaires, parce que ça devient des objets, ça devient presque des substituts des œuvres, parce qu'il y a des tas de photos. Aujourd'hui, on a des modélisations 2D, 3D, on a des vidéos, donc il y a tellement d'éléments qui matérialisent l'œuvre en dehors de son existence et qui sont plus facilement accessibles que de plus en plus, ce qui circule, c'est moins les œuvres elles-mêmes, c'est ce que disait aussi Gérard Régimbaud à propos de la documentation. Ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux, évidemment, sauf pour les vidéos numériques ou les photos numériques, mais c'est quand même principalement ce qui est dit sur les œuvres, donc les artefacts infodocumentaires, et qui, dans certaines expériences éducatives ou culturelles, servent plus que de substitut. Enfin, la frontière devient de plus en plus poreuse et presque risquée, parce que à un moment, l'idée c'est quand même qu'il y a des œuvres et que ces œuvres elles sont pas sur les écrans. Donc là on voit que hop, réjaillissent, et c'est tout le temps le cas,
sitôt qu'on creuse un peu, rejaillissent le travail, le très fin travail des historiens de l'art, des documentaristes, des gens qui ont peaufiné la connaissance sur ces œuvres. Alors là, moi, j'ai pris des exemples sur les musées des Beaux-Arts parce que c'est un peu mon dada, mais c'est le cas dans tous les domaines de la culture. Donc je prends un autre exemple pour vous montrer comment tout ça rejaillit. Dans Google Arts and Culture, là, c'est une visite. Je ne sais pas si je vais dire visite. Hein, voilà. C'est une proposition de découverte qui repose sur le choix d'une couleur. Donc on peut choisir la couleur des tableaux qu'on veut, et puis apparaissent les tableaux qui ont la dominante correspondante à la couleur. Donc là, j'ai choisi violet. Apparaissent des œuvres dont je ne sais rien d'autre que le fait que voilà, elles ont cette forme-là. Mais si je clique sur le tableau de Monet, qui est là, le deuxième, eh bien, apparaît, et là on retrouve ce que j'ai montré au début, des morceaux de la notice, enfin de l'inventaire, et il est au musée d'art de Milwaukee, mais la notice est en français. Et le titre, alors comme il l'a peint en Californie, est-ce que lui avait donné le titre en français ou en anglais, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on retrouve bien ça. C'est pour ça que je parlais de kit, c'est parce qu'en fait, si on analyse finement d'où ça vient de partout. En fait, il y a une forme de reprise d'éléments qui viennent du musée de Milwaukee, d'éléments qui viennent de la notice en français qui doit être à l'inventaire du musée national au Louvre, des musées nationaux au Louvre, et puis il y a des éléments qui sont que Google a ajouté, puisque là on peut chercher sur le violet, et dans les informations qui sont fournies par les musées, il n'est pas forcément noté quelles sont les couleurs dans lesquelles les œuvres apparaissent. Voilà. Et puis le dernier exemple, là il est extrait d'Europeana. Donc Europeana, c'est le portail européen où toutes les institutions culturelles européennes peuvent déposer leurs fonds. Et là, c'est une jeune fille qui est une jeune fille espagnole qui s'appelle Christina, et qui a profité d'une des fonctionnalités qui sont offertes sur Europeana, qui est de faire sa propre galerie. Sa propre galerie. Alors on ne sait pas de galerie de quoi, hein, mais donc on peut faire sa galerie, mais ce qu'on fait, ce n'est pas une galerie d'œuvres. Hein. Ce qu'on fait, c'est une galerie de notices, une galerie d'extraits, de catalogues, hein, puisqu'en fait, voilà. Et donc la jeune fille, elle a le sentiment qu'elle a fait quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'exposition d'œuvres, sauf que ce qu'elle expose, ce sont encore une fois, des artefacts infodocumentaires. Et donc, je me proposais de prendre les choses à rebours et de partir de la question de la trivialité. Bon, je n'ai pas suivi mon texte. Voilà. Voilà. Donc, en fait, je voudrais remonter le temps. Ou plutôt partir de la proposition d'Yves Jeanneret qui concerne la trivialité des êtres culturels, c'est-à-dire les processus par lesquels les œuvres, les objets de la culture peuvent se partager, se transformer, être appropriés dans un espace social dit hétérogène. Et ce qui m'intéresse, et vous le comprendrez par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'il dit sur le caractère transformateur et créatif de la transmission et de la réécriture. Et donc, je me suis dit, pour comprendre le processus de réécriture, il faut remonter à ce qui a procédé de la fabrication des éléments d'écriture à partir desquels les propositions contemporaines sont, comme vous l'avez compris, en partie construites, en partie conçues et en partie construites. Et puis, le deuxième élément important, c'est qu'on travaille sur, moi on m'a demandé d'intervenir dans l'axe culture et patrimoine, donc ce qui est important, c'est de se dire que tout ça, ça porte sur quelque chose qui symboliquement pour nous est quelque chose de fondamental, qui est ce qui fonde notre culture, c'est-à-dire notre patrimoine en particulier culturel.
Et donc, comme Yves Jeanneret, ce sur quoi Jean Davalon insiste, Jean Davalon est quand même quelqu'un qui a beaucoup théorisé la question de la patrimonialisation, c'est que le patrimoine, c'est d'abord, c'est surtout le savoir et l'écriture, ce qu'on a écrit sur les objets qui vont le fonder. Hein. Donc en fait, je l'ai mis en gras, le patrimoine est fondé sur des savoirs produits et transmis au moyen de l'écriture. Et donc, encore une fois, il y a à la base de ces propositions contemporaines des écrits. Des écrits, ils sont des écrits qui me semblent extrêmement importants de remettre dans les contextes énonciatifs, dans les contextes sociaux au sein desquels ils ont été produits. Et je vais donc m'appuyer sur ces deux éléments, la trivialité et la question de l'écriture comme fondement de la patrimonialisation, et puis sur la notion de dispositif. La notion de dispositif que j'ai empruntée à Peraya, alors évidemment on a la définition de Foucault qui est encore plus riche, mais qui est peut-être presque trop riche et parfois un peu complexe à mobiliser pour la recherche, mais l'idée c'est de se dire il faut redensifier, il faut comprendre quels sont tous les paramètres. Alors on n'est pas forcément capable de les appréhender tous, mais en tout cas il y a un très grand nombre de dimensions organisationnelles, matérielles, techniques, symboliques, sociales, communicationnelles qui se conjuguent pour fabriquer ces éléments que l'on observe. C'est-à-dire que la patrimonialisation, oui, je dis c'est de l'écriture, mais la patrimonialisation, pour en comprendre les modes de production discursive, il faut les replacer dans ces contextes larges au sein desquels on peut comprendre ce qu'ils sont. Et donc l'idée est de penser les dispositifs de médiation traversés par ces questions de patrimonialisation, de trivialité, d'écriture, de documentation et de circulation sociale des savoirs. L'intérêt de l'approche par la médiation et par la question du dispositif de médiation, bon, je parle à des experts, hein, donc ça ne va pas vous surprendre, c'est que on se déplace de l'écriture vers le discours, c'est-à-dire que l'écriture, elle n'a de sens que si on la comprend dans ses conditions d'énonciation et dans ses conditions de réception, dans ce qu'elle a comme finalité en tant que discours. C'est-à-dire qu'on fait réapparaître des figures d'acteurs et derrière les figures d'acteurs un certain nombre de pouvoirs, des pouvoirs notamment sur l'écriture, des pouvoirs sur l'énonciation, des pouvoirs sur ce qui peut être dit et sur ce qui ne peut pas être dit. Et si on revient à ce que je disais sur le recyclage, l'appui, je vais dire, ce sera plus poli, l'appui sur le travail de la documentation et le travail de la patrimonialisation, si on veut comprendre si on veut comprendre ce qui apparaît sur les écrans, il paraît extrêmement important de se dire que derrière tout ça, il y a des hiérarchies de pouvoir énonciatifs, il y a des stratégies d'acteurs, et que ce n'est pas juste des notices bibliographiques ou des notices de catalogue, mais qu'il y a eu en amont des luttes pour dire ce que l'on pourrait dire sur une œuvre, ce que l'on ne pourrait pas dire. Alors ça n'a pas l'air très dangereux, hein, ces batailles. Mais moi, je suis allée au musée d'Orsay, et je peux vous assurer qu'entre les conservateurs et les documentalistes, ça ressemble bien à la guerre quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a des autorités qui s'énoncent très fortement
il y a des manifestations matérielles de propriété sur le discours, sur la documentation, qui passent aussi par la privatisation d'un certain nombre de ressources. Donc ça n'est pas juste on produit de la documentation, mais bien on dit quelque chose sur ces objets qui est toujours dans une articulation entre évidemment un ensemble de normes, mais aussi des décisions qui sont de l'ordre du politique, parce qu'on ne patrimonialise pas n'importe quoi, on choisit ce que l'on patrimonialise, on choisit ce qui vaut le coup, hein, c'est la question de la mémoire et de l'oubli. Patrimonialiser, c'est aussi décider de ce qu'on ne va pas garder, et ce que l'on dit sur l'œuvre, c'est, comme vous l'avez bien compris, ce qui va en rester. Et ce qui va de plus en plus souvent avec le numérique en rester. Même l'œuvre va presque disparaître derrière ces discours. Et donc, le lien entre ce qui apparaît dans les propositions contemporaines et ce qui se passe dans les institutions me paraît important à remettre bien en visibilité pour que quand on se retrouve, par exemple, j'ai mis à gauche la proposition qu'il y a dans Google Arts and Culture sur le MASP, eh bien, on a le musée, on a une exposition du MASP qui est prise en photo à droite. Les décisions qui ont été prises à Sao Paulo, la manière dont les œuvres elles ont été décrites, la manière même dont les œuvres elles ont été photographiées, celles qui l'ont été, celles qui ne l'ont pas été, va rejaillir sur ce qui apparaît de l'autre côté. Et ces décisions, elles sont en quelque sorte oubliées. Tout se passe comme si il y avait une forme de consensus, de lissage, et comme si tout ça apparaissait de façon facile. Alors que tout le monde sait, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait, mais dans les musées, quand il y a une exposition, les œuvres qui sont sorties des réserves et celles qui ne le sont pas, c'est aussi des guerres. Hein. Il y a des œuvres qui ne sortent jamais. Alors l'inverse, c'est que le numérique fait que, comme tout est catalogué, ce qui ne sortait pas sort. Parce que forcément, ce pouvoir est aussi en partie perdu. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais essayer de me dépêcher. Bon, ok. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, les artefacts discursifs, donc ces artefacts que j'observe, dont j'observe des résurgences un peu partout, ce sont des sémiophores, au sens de Pomian, des objets qu'ils représentent. Alors, Pomian parlait de sémiophores à propos des objets eux-mêmes. Et là, je dis, en fait, compte tenu de ce que je vous ai dit sur la matérialité contemporaine des manifestations textuelles et documentaires des objets, on peut étendre l'idée de sémiophore à la partie documentaire, à tout ce qui est dit, parce que ça devient, dans une matérialité numérique, quelque chose qui est extrêmement porteur du sens des objets. Alors, je ne dis pas que le texte ne l'était pas auparavant, mais il faut bien reconnaître que les manifestations visuelles, que les représentations visuelles déplacent cette question de l'interprétation vers une forme de perception de la barthienne, on va dire, c'est là, cet objet il est là, il existe. Et puis, mon dada, c'est que, oui, bien sûr, la trivialité, c'est des déplacements, mais il y a des moments qui font sens. Si nous avons conçu des musées, si nous avons conçu des bibliothèques, si nous avons imaginé des lieux de mémoire, si nous avons pensé tous ces lieux, c'est parce que nous savons bien que nous référons nos activités sociales à des lieux qui font sens et qui donnent sens aux activités qu'on y mène. Je vous renvoie à mon HDR. Voilà, et donc c'est ce que j'appelais des lieux de pratique. Et quand vous allez dans une bibliothèque, eh bien la bibliothèque, elle vous dit, oui, les livres qui sont là, c'est des livres sérieux, parce qu'il y a une bibliothécaire, parce qu'il y a des étagères, parce qu'il y a un environnement, parce que c'est dans une école, parce que, etc., qui va dire, oui, ça, ce livre-là, tu peux me faire confiance, tu peux le lire. Voilà. Dans un musée, quand vous y allez, il y a des certifications du fait que quand vous y allez, c'est parce que vous allez visiter et que ce que vous allez y trouver, c'est des choses qui ont été choisies, sélectionnées,
mise en sens, mise en ordre pour vous, et que ce que vous faites, c'est être un visiteur. Je vous renvoie à Joël Lemarec. Vous avez une expérience de visite, et vous y allez en confiance parce que c'est là que vous allez. Et si vous trouvez un livre dans un square, c'est pour ça que je dis que les boîtes à livres, ça ne marche pas. Les boîtes à livres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas tout ça autour. Voyez, il n'y a pas toute cette symbolique de « je donne une forme de certification ». Je vous rassure sur le fait que le livre que vous allez trouver là, c'est un livre qui vaut le coup. Sinon, ça fait un peu « j'ai vidé ma bibliothèque ». Mais bon, voilà. Et donc, il y a des stratégies d'acteurs, il y a des intérêts extrêmement divergents, j'en ai déjà parlé, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, je proposais de revenir, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais ce n'est pas grave, de revenir sur ces différents moments qui sont associés, justement, comme je le disais, à des activités dont nous avons considéré qu'elles étaient suffisamment importantes pour que nous, chercheurs, nous les distinguions, comme par exemple la patrimonialisation. La patrimonialisation, c'est une manière pour nous, chercheurs, de comprendre qu'à un moment, une société décide de choisir, de désigner un certain nombre d'éléments comme faisant patrimoine. Et donc j'ai pris ces différents moments pour montrer en quoi, au-delà de ce qui est dit, de ce qu'ils font, ces moments, ces processus, ce sont des lieux de débat, ce sont des moments politiques, ce sont des moments où se jouent des intérêts aussi économiques, et que c'est aussi prendre acte du fait que la culture et le patrimoine sont des objets extrêmement dynamiques, et les savoirs sur tout ça sont des savoirs très peu stables. Alors que les inscriptions documentaires tendraient à faire penser qu'elles ne le sont pas. Et que souvent, d'ailleurs, les professionnels regrettent que les choses soient tellement inscrites et que ce soit tellement compliqué de les faire évoluer qu'on ne puisse pas le faire, mais toujours est-il que si vous allez dans un musée, la connaissance sur les objets, elle s'enrichit tous les jours. Et donc, c'est des processus dynamiques, mais qui, en même temps, s'inscrivent. Et donc, petit à petit, en déroulant les différents moments, on peut comprendre comment chacun va à la fois faire partie de cette fabrication discursive, et en même temps, ça permet de faire remonter un certain nombre d'enjeux qui permettent de mettre une distance critique sur ces productions, et aussi peut-être de réfléchir à ce qu'un usage qui ne tiendrait pas compte de toute cette antériorité pourrait faire percevoir. Et donc, la patrimonialisation, c'est donc quelque chose qui va être le moment où on va produire des informations qui vont expliquer pourquoi un objet, ou alors j'ai ouvert la présentation au patrimoine immatériel, même si il y a beaucoup de débats actuellement sur le fait que la patrimonialisation de l'immatériel est quand même un processus qui peut difficilement être référé à ce qui se passe pour les objets matériels, justement parce que ce que l'on conserve, ça n'est pas du tout la même chose, ni du point de vue de la matérialité, ni du point de vue justement de la stabilité de ce que l'on préserve, et de la question même de qu'est-ce que c'est que l'on veut garder. Alors je me suis quand même servi d'un certain nombre de questions qui se sont posées, et qui sont plutôt des questions qui ont été posées au moment où on a réfléchi à la préservation du patrimoine immatériel, mais qui éclairent aussi les questions liées à la patrimonialisation dans son acception, liée aux objets, à des matérialités. Donc, comme je suis dans l'espoir que nos collègues brésiliens vont suivre, je ne savais pas trop comment faire. Donc là, j'ai plutôt mis les citations des collègues qui permettent de comprendre les questions que soulève la patrimonialisation et ce que ça veut dire sur la manière dont les discours sur le patrimoine sont produits.
la première chose que dit Jean d'Avalon, c'est que dans notre monde occidental, la patrimonialisation repose sur des discours savants. Et donc ce sont des discours qui sont des discours qui émanent d'une communauté qui fait reposer ce qu'elle dit sur une rigueur scientifique, mais qui en même temps, nécessairement, va recourir à un langage qui est un langage spécialisé, un langage scientifique. Et donc, c'est un langage qui n'est pas accessible à tous. C'est un langage qui va catégoriser, qui va qualifier des éléments de façon très spécialisée. Par exemple, moi j'avais fait une expérience sur Joconde, et ce que l'on constate, c'est que ça amène le non-spécialiste à ne rechercher que ce qu'il sait déjà, et donc les impressionnistes. Voilà, hein, pour la faire simple, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément d'écoles artistiques, il y a énormément de courants, il y a énormément de techniques, il y a énormément de choses. Mais en fait, est-ce que vous seriez capable de citer 30 techniques des arts graphiques ou des arts picturaux? Non, vous ne l'êtes pas. Et donc, à partir du moment où ce discours il est tenu par des gens qui sont hyper spécialistes, ils vont utiliser une gamme, ne serait-ce que de lexique, qui est très peu mobilisable par le reste de l'humanité. Et donc, quand vous déplacez ces ressources vers une communauté moins experte, à ce moment-là, eh bien, vous créez forcément des difficultés de compréhension. Après, j'ai pris un certain nombre de critiques qui sont liées au patrimoine immatériel, mais qui me paraissent intéressantes aussi, et qui sont liées à une forme d'abstractisation du patrimoine, c'est-à-dire que ce dont on parle, ce n'est même plus tellement les objets, mais c'est tenir des métadiscours sur la culture, donc d'avoir par exemple des listes, d'avoir des thésaurus, d'avoir des index, d'avoir une quantité d'artefacts documentaires qui font que finalement les œuvres elles-mêmes, elles disparaissent derrière une grande quantité d'éléments qui les éloignent par le discours. Et puis, encore une fois, dans les luttes, alors c'est peut-être un peu moins sensible en France, mais je pense que c'est très sensible au Brésil, la question de l'identité, la question de qui parle pour qui. J'ai dit le patrimoine, c'est une décision qui est prise par un groupe social, mais ça peut être aussi des décisions qui sont prises par d'autres, et qui vont à un moment donné déterminer que votre patrimoine, ce serait ça. Donc c'est aussi quelque chose de très politique, et puis c'est quelque chose de très économique. Être inscrit au patrimoine de l'UNESCO, c'est la manne financière, parce que ça permet d'amener des touristes, ça permet d'avoir peut-être des subventions pour rénover des bâtiments, hein, sans espérer que ce soit le loto du patrimoine qui vous permette de le faire. Et donc on voit que derrière des éléments qui paraissent très descriptifs, très scientifiques, il y a énormément d'enjeux économiques, d'enjeux politiques, d'enjeux identitaires qui se jouent et qui vont donc... qu'il faut considérer quand on observe les réminiscences de ces discours. Et donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la patrimonialisation, c'est essayer de préserver quelque chose de la culture, mais préserver quelque chose de la culture, c'est toujours au risque d'une forme de folklorisation, c'est-à-dire d'oublier le sens qu'ont les choses que l'on patrimonialise pour ceux dont on les a, dont c'est la culture, pour en faire des objets que l'on va valoriser comme étant la culture d'eux, mais qui sont finalement uniquement des byproducts, des produits dérivés
qui vous permettent de vendre la Tour Eiffel à des touristes pendant les Jeux Olympiques. Voilà, et donc, je ne sais pas combien j'ai encore de temps là. Si on veut échanger encore 5-10 minutes. Ok. Alors, je vais peut-être pas passer par toutes les étapes. Je vous donnerai le texte quand j'aurai fini de l'écrire. Mais et donc la question là qui nous intéresse, c'est que il y a de fortes tensions entre les différents acteurs qui sont en possession d'un pouvoir d'écrire. En lien avec ces différentes étapes. Donc, la deuxième étape, c'est la question de l'institutionnalisation. Et l'institutionnalisation, elle est liée à ce que je disais sur le fait qu'à un moment donné, chaque groupe social va se doter d'éléments qui vont décider du sens que les objets vont avoir. Et donc cette question de l'institutionnalisation, c'est à un moment, je dis, ben voilà, ça va dans un musée, hein, ou ça va dans une bibliothèque. Eh bien, si vous avez une photographie, par exemple, la même photographie, si vous la mettez dans une bibliothèque ou si vous la mettez dans un musée, ce qui sera dit sur elle ne sera pas du tout la même chose. Parce que ça n'aura pas le même sens, ça ne sera pas pour la même raison qu'on l'aura mis ici ou qu'on l'aura mis là. Et donc, l'institutionnalisation, c'est le moment où on décide de mettre les choses quelque part. Et donc, ce que dit Noyes, c'est qu'il y a des formes de normalisation culturelle. C'est-à-dire que si vous mettez un tableau au musée Picasso, bah, ça va devenir quelque chose qui va être décrit en lien avec le fait que c'est autour de Picasso que les choses se disent. Et puisqu'elles sont là, c'est là que ça va être dit. Il va y avoir une localisation, une normalisation. Pareil pour les thésaurus. Hein, donc j'ai travaillé beaucoup sur la musique aussi. On se rend compte qu'un disque, s'il est à la Philharmonie de Paris, s'il est à Radio France, s'il est à la BNF, eh bien, ce ne sera pas le même. À la fin, ce qui est dit dessus, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui importe à Radio France, c'est combien ça dure et qui est plus ou moins l'artiste. Et voilà. Alors que quand on est à la BNF, on est sur une description patrimoniale, pour le coup, où on va extrêmement finement décrire, y compris l'objet. Et autant ça n'intéresse pas les documentalistes de Radio France de savoir que c'est un CD ou un DVD, sauf si non plus le lecteur, autant c'est quelque chose qui est important pour le patrimoine à la BNF. Donc tout ça va faire que cette institutionnalisation, cet adressage à des lieux, ça va amener à produire certains discours qui seront différents selon les lieux d'institutionnalisation de ces objets que l'on va choisir. Et puis, donc la question de la documentation, mais je crois que j'en ai pas mal parlé jusque-là. On avait justement dans notre fameux colloque MUSI qui n'était pas à Rio, hein, de façon très triste, on avait expliqué la question avec ma collègue Béatrice Michaud. On avait une communication qui s'appelait usage vernaculaire et usage véhiculaire de la documentation, où on montrait comment il y avait d'un côté des descriptions extrêmement locales, extrêmement précises, extrêmement liées par exemple au musée d'art et tradition populaire. Bon, forcément on est vraiment dans une pratique très locale. Et puis il y a un moment où il faut croiser avec d'autres, il faut échanger, et là on va revenir à des choses beaucoup plus génériques, et plus on va vouloir partager, plus on va monter en généricité, plus on va déspécialiser les ressources. Et c'est là que j'arrivais sur la collectivisation et la documentarisation, où là, l'idée, c'est d'ouvrir vers d'autres. Et quand on essaie d'ouvrir vers d'autres, plus on ouvre, plus on sort des spécialités, plus on doit se dire qu'il faut arriver à échanger, et qu'il faut échanger des choses qui sont une forme de plus petit dénominateur commun entre ce que l'on détient et ce que les autres détiennent. Les bibliothécaires, elles connaissent bien ça, hein, donc on a des notices bibliographiques, et donc maintenant on doit trouver qu'une œuvre, elle a un créateur, voilà.
quel que soit et donc le créateur, ça peut être aussi bien un photographe qu'un écrivain, qu'un peintre, mais ça peut être aussi un monteur vidéo, et donc ça c'est le créateur. Et donc on voit que plus on essaie de créer l'idée qu'il y aurait la possibilité de décrire un patrimoine culturel mondialisé et qui toucherait tous les objets de la culture, plus on va se trouver face à des formats extrêmement génériques jusqu'au CIDOC CRM, où j'ai fait une petite photo là, un petit schéma, où on parle d'entité. Voilà. Et donc pour moi, le moment où on parle d'entité, c'est le moment où on est hors sol, le moment où on ne parle plus de rien, puisque une entité, ça peut globalement être à peu près n'importe quoi. Et donc le risque, c'est là aussi, c'est qu'à force de vouloir trouver quelque chose qui permettrait de décrire tout de la même façon, au-delà du Dublin Core, on se retrouve à sortir en quelque sorte du monde pour créer des classes abstraites dont les entités, et puis il y a des entités qui sont des choses, etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et donc je vais revenir à ce que j'ai montré au début, donc les différentes propositions. Donc là, vous avez bien compris qu'il y a un réemploi assez fort de contenu tiers. C'est toutes ces représentations de tableaux qui sont là, donc là c'est plutôt sur le bleu, pas sur le violet, ce sont des choses qui sont issues de musées dans le monde entier. Et Google, évidemment, c'est comme Google Images, vous avez une espèce de concentration des plus belles photos du monde. Et donc il y a une forme de goût mondial qui se crée, quand vous allez sur Google Images, c'est vrai que c'est beau. Mais donc du coup il y a une forme de beauté qui deviendrait universelle, un peu comme Miss Univers. C'est pour ça que j'appelle ça de la culture en kit, enfin des usages en kit. Là, derrière tout ça, il y a quand même les institutions. Alors, j'ai pas pris chaque photo, j'ai pas fait pour tous les tableaux, mais vous voyez que ce que fait aussi Google, c'est s'appuyer sur les autorités, sur les légitimités, sur les institutions et sur le travail de patrimonialisation pour marchandiser, pour faire du contenu, lequel contenu devient quelque chose qui finalement est surtout un prétexte à vous faire venir sur Google pour collecter vos données, pour faire du business. Voilà. Et donc là, les autorités, elles servent à rassurer. Elles reviennent en premier plan. Alors, bon, elles ne viennent pas comme ça, hein. Il faut cliquer sur la notice, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais on a ici, par exemple, pour chacune des couleurs, jamais deux tableaux du même musée. Et derrière, on a donc des notices qui appartiennent à différents musées. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un prétexte à visite, qui s'appelle Arts and Culture, donc ça veut dire quand même que la proposition qui vous est faite, c'est de vous intéresser à l'art et à la culture. Et pour légitimer Google en tant que curateur d'exposition, eh bien, il s'appuie sur les institutions qui ont produit les ressources, donc les artefacts photographiques, par exemple, numériques, ainsi que les notices qui sont décrites. Et donc, moi, ça me pose question du point de vue de ce qui se passe là, et du point de vue de cette forme. Et là, je vais vraiment appeler ça du recyclage, même si c'est très chouette à faire, hein, à regarder. Donc je vous conseille d'aller regarder, c'est très amusant, parce que quand vous cliquez, derrière, vous ne savez pas si c'est en français, en anglais, en espagnol, d'où ça vient, des fois c'est très précis, des fois il n'y a rien, donc il y a une forme de pêle-mêle qui est assez amusante à regarder. Puis c'est vrai que les œuvres qui sont choisies ne sont pas les moins fameuses. Je vous ai mis le président Barack Obama quand même. Voilà. Alors, je vais clore rapidement. Ça, c'est l'autre exemple que je vous ai montré au début, qui est une manière aussi qu'on a retrouvé aussi dans la valorisation des projets d'open data. La question de l'open data, c'est de savoir ce que les gens vont faire avec.
Parce que ouvrir les données, c'est quelque chose qui est exigé de la part des institutions, y compris culturelles. Et la question, c'est qu'est-ce que les gens font une fois que les données sont ouvertes, les données sont mises à disposition. Et donc là, dans Europeana, l'idée, c'était de montrer des réappropriations par des individus lambda, donc là, c'est une jeune étudiante, des ressources documentaires. Donc là, c'est plutôt l'institution, donc c'est plutôt Europeana, qui justifie la pertinence et l'intérêt des ressources qu'elle met à disposition en montrant comment des individus qui ne sont pas spécialistes de questions culturelles peuvent parvenir à créer leur propre galerie. Et puis, je reviens à Berthe Morisot, et la question, donc pour conclure, c'est... moi j'ai bien aimé la traduction en portugais, parce que ça marche mieux. Globalizada ou glocalizada, ça c'était mieux qu'en français. Hein. Voilà. Hein. Et donc, il y a des formes de tension que j'ai commencé à indiquer là, mais qui me semblerait intéressante, dont il me semblerait intéressant de discuter avec vous, c'est qu'on est dans une forme d'utopie. Alors, on est dans quelque chose qui est entre l'utopie d'une culture mondialisée ou mondialisable et des formes d'hégémonie culturelle. Ce que je vous disais à propos de Google, c'est que ce qui est choisi, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quel tableau, c'est pas n'importe quelle institution culturelle. Ce qui est mis là en valeur, c'est des chefs-d'œuvre qui sont internationalement reconnus, ou en tout cas occidentalement reconnus comme étant des chefs-d'œuvre majeurs, mais plutôt de courants occidentaux. Mais en même temps, on peut se dire, ça permet aussi la circulation de toutes ces choses. Il y a très peu de gens qui vont au musée, il y a très peu de gens qui ont accès à toutes ces ressources. Alors je ne parle pas des pays où il n'y a carrément pas du tout d'accès à tout ça, mais même dans les pays comme la France ou comme le Brésil, où ces institutions elles existent, les publics des musées se font de plus en plus rares, et donc le fait que l'on puisse disposer de ces ressources en dehors des musées, et donc hors du seuil symbolique que représente le franchissement de la porte du musée, c'est certainement très bien. Mais, comme on le comprend, il y a une épaisseur culturelle, de la connaissance, du savoir qui est rattachée à tout ça, qui est au risque d'une perte totale. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à ça. Et ça, c'est une forme de mise en scène du vide, enfin de rien. Enfin, oui, bien sûr, c'est agréable à regarder, mais qu'est-ce que ça vous dit du point de vue de la connaissance de ces œuvres, du point de vue de ce que pourrait faire un commissaire d'exposition, un guide de musée, un bibliothécaire qui va vous aider à entrer dans tout ça. Et donc, on a des formes d'utopie qui circulent et qui sont justement problématiques parce que, ça, comme j'ai essayé de le montrer, ça procède d'une forme d'arrachement des cultures dont ces objets, dont ces pratiques sont issues. C'est-à-dire qu'on délocalise, on déspécialise, on généricise, et donc on finit par créer quelque chose dont le sens et l'intérêt du point de vue de l'éducation, du point de vue du partage des savoirs peut être questionné. Et en même temps, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est dans une ambiguïté, hein, dans des paradoxes entre oui, c'est tellement bien que tout ça soit disponible, mais en même temps, qu'est-ce qui est vraiment disponible et quel sens tout ça va avoir in fine. Voilà. Je crois que j'ai fini. Oui, je vous ai mis quelques références bibliographiques.